Voilà, merci beaucoup. Je vais demander aux différents présentateurs, animateurs de venir pour répondre un petit peu à vos questions, de rester là. Je me suis proposé de faire trois éléments de conclusion, finalement, enfin je me suis octroyé un à réduire à 3 mots dans chacune des présentations. Moi j'ai compris que M. Simenon nous a parlé de démarche globale. On nous a parlé de performance industrielle. C'est normal parce que c'est PerfOS, mais c'est pas que ça, c'est pas comme son nom l'indique, pourrait-on dire. Performance, c'est un enjeu de performance, la performance industrielle. Et puis j'entends dans cette présentation, M. Thierry, vous parlez d'état d'esprit, vous parlez de Kaizen. Alors Kaizen, c'est l'amélioration continue, je crois, en japonais. Moi j'avais retenu un autre mot qu'on mettait devant, c'était Gemba, Gemba Kaizen. Gemba, là où ça se passe. Le réel, le sens du réel. Et ça, nous, en tant que, dans la logique de démarche qualité, on a prescrit, on a fait un travail prescrit, qui était les protocoles, vous l'avez dit, les gammes, on a imaginé, on a conceptualisé. Puis après, confronté au réel, qu'est-ce que ça donne? C'était parfois très étonnant, parce que le réel, les équipes, nos professionnels, l'intelligence de nos équipes, elle est importante. C'est là, par le capital humain, je crois que, parce que je l'avais vu avec cette image-là, ces mains qui s'entretiennent ensemble. Moi, j'aime bien cette idée de travailler ensemble. Puis après, bon, j'ai un petit peu provoqué parce que tout à l'heure, je faisais parler de Gottlieb. Moi, j'ai une autre culture aussi, la culture des Shadocks. Pardonnez-moi. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Franchement. Et le Lean, un petit peu, nous rappelle à ça. Mais le Lean, c'est pas vrai aujourd'hui. La démarche qualité, c'est démarche 94 où on rédigeait jusqu'au coup de gomme. Et si vous n'aviez pas mis le bon coup de gomme, vous étiez dans une non-conformité parfois majeure. J'en sais rien. Et puis, moi je travaille, je suis consultant en démarche qualité gestion des risques en santé, le monde sanitaire avec des règles, des protocoles. Et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Donner Berwick qui travaille avec l'Institut de l'amélioration en hôpital, Hospital, Institute for Healthcare Improvement, et qui dit des choses super intéressantes, mais qui sont vraiment au bon sens, parce que, enfin, sont bien au bon sens, et qui nous dit que complexité, c'est une perte de temps. Que la notion d'équipe, c'est ce qu'on dit tous, qu'on dise pour une qualité, c'est ce que vous avez redit tous autour de vos réflexions. Qu'en fait, il fallait limiter les espérisations au strict minimum, prendre de l'intelligence là où se trouve. On met un cadre, il y a des cas techniques, il y a des enjeux, mais en même temps, on laisse la capacité aux gens de nous faire des propositions. On a un petit peu parlé des politiques. Je pense que vous l'avez dit, le directeur doit être convaincu. Si le directeur n'est pas convaincu, d'aucuns de mauvaises langues disent que le poisson pollue par la tête. En premier, c'est pas tout à fait vrai. Peut-être. Et dit les patients, les opérateurs, les ressources humaines, moi c'est les patients, mais c'était les équipes, les clients. Les clients nous donnent une information, un retour d'information. On a évité, si on commence maintenant, vous avez dit des petites tâches, des petites. Vous ne perdez pas de temps. Et puis, vous devez être convaincu de ce que vous racontez, le vivre pour de vrai, pour pouvoir faire adhérer, pour qu'on vous suive. Et à un moment donné, on arrête de se plaindre parce que ça marche et ça peut marcher. Le verre est toujours à moitié plein. Et puis je reviens à quelque chose qui est fondamental, que nous apprend en tant que qualiticien. On appelle ça la route des lignes. Mais plus que ça, ça s'appelle la route d'intelligence. Et ça, on le retrouve DMIC, on le retrouve standardisé, définir, standardisé. C'est le SDIC qu'on retrouve. On a ces mêmes acronymes. Mais au-delà des outils, c'est est-ce qu'on est prêt à construire ensemble un club autour des questions qui ont été posées, que je voudrais que vous me posiez là, parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit, et que demain on pose au travers d'un groupe de réflexion, parce qu'à une portée de main, à une portée de courriel, à une portée de téléphone, on peut se retrouver physiquement dans un territoire d'Alsace, par là, on peut se retrouver ici, on peut se retrouver dans toutes les chambres régionales de commerce et d'industrie. On a des portes d'entrée, on a des voies d'entrée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a raconté? De ce que nos différents interlocuteurs. Oui.
Merci. Dans les présentations, on a évoqué principalement les aspects, dans ce management, des aspects de performance industrielle, de rentabilité, j'ai évoqué de valeur ajoutée, d'amélioration continue, de gestion de l'employabilité. À aucun moment, on a, moi j'ai ressenti l'aspect humain dans le sens gestion des compétences. Comment dans cette approche ligne tenir compte de l'aspect évolution des carrières, de l'aspect comment faire grandir chacun, comment les amener vers leur potentiel et comment leur proposer une évolution de carrière. Voilà la question. C'est un peu complexe. Essayez d'y répondre. Moi, il faut être parti. La question est claire. Moi, je vais prendre des exemples dans des entreprises. J'ai parlé de moniteurs à un moment. Lorsqu'il y a des gens qui participent de manière importante dans les groupes de travail, ces gens-là, les utiliser entre guillemets, c'est-à-dire les valoriser comme étant des poissons pilotes qui vont aider les autres à se former, à grandir, à résoudre leurs problèmes, donc faire des leaders sur le terrain et pas dans un autre service. J'en ai parlé tout à l'heure. Souvent, c'est M. Simoneau qui en a parlé, on prend une personne puis on la met ailleurs. Bon, bien sûr, ça fait une promotion, mais ce qui est important, c'est de faire grandir l'ensemble de l'équipe. Et dans un groupe de travail comme le Kaizen, si vous avez des opérationnels que vous êtes capable de faire monter en compétences et devenir comme leader, et je prends par exemple l'exemple de Sogefi, je n'ai pas d'action dans les entreprises que je cite, mais Sogefi, c'est ce qu'ils ont fait. Ou Etesia, par exemple, aussi pareil. Ils ont détaché des personnes et ils les ont mis dans des positions d'améliorateurs, mais d'améliorateurs terrain, sur leur terrain de jeu, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent le mieux. Et ça, c'est une forme de valorisation. C'est la première forme. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Oui, en complément, c'est vrai que traiter les ressources humaines et du livre, en règle générale, on peut faire plusieurs après-midi, je pense, parce que c'est un sujet extrêmement vaste et très intéressant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans la mise en place d'une démarche de manufacturing, il faut que les ressources humaines, les gens qui ont un intérêt, se trouvent impliqués dès le départ. Parce qu'effectivement, il va y avoir rapidement des changements de périmètre, des changements de responsabilité, des choses complètement différentes. Les gens ne vont pas faire forcément uniquement ce qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant, et ça se prépare. On n'a pas beaucoup parlé d'anticipation, M. Michel en a parlé tout à l'heure, dans le coaching de dirigeance. Il faut être prêt à anticiper ces changements-là, parce que c'est pas au moment où ils arrivent qu'il faut les improviser. Vous avez entièrement raison. Mais ça mériterait une journée complète. Deuxième question qui a un rapport aussi, est-ce que dans une mise en place d'une démarche ligne, est-ce qu'il y a une analyse de risque, sur quelle base elle est fondée, sur des critères d'analyse de risque, de matrice, pour voir si effectivement on va bien dans la bonne direction, est-ce qu'à un moment ou un autre on peut faire une marche arrière, enfin, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des analyses de risque assez approfondies, parce qu'il y a quand même des enjeux de maîtrise de coûts, de prix de revient, de rentabilité, est-ce que vous êtes vraiment là-dessus sur des analyses de risque approfondies, que vous avez mis ça en place et quels ont été les résultats? Enfin, avant de donner la parole par rapport à ce qui s'est parlé sur l'ergonomie, c'est une réflexion, enfin, Madame Dame a récupéré auprès de l'INRS des outils, parce qu'on doit aussi parler sur l'évaluation des risques professionnels. Il est à votre disposition en sus d'une plachette de Perfouest, une documentation qui nous rappelle qu'on doit aussi en amont travailler sur l'évaluation des risques professionnels et sur l'ergonomie au poste et sur les TMS, avec des indicateurs associés de troubles musculo-squelettiques. Puis de se rappeler que la semaine prochaine, Préventica, qui est une manifestation qui se passera donc au PMC, Palais de la musique et les congrès, et là on va retrouver des ateliers sur la question du lean, parce qu'un article de risque et santé nous dit en avril, c'est une réalité, c'est que l'intensification des tâches mal menées, c'est détruire nos équipes.
Et on doit faire attention à nos équipes, à les maintenir le plus longtemps possible au poste, parce qu'on en a besoin. Pas uniquement parce qu'on paye une assurance supplémentaire, parce qu'on en a vraiment besoin. Et c'est une organisation qui est apprenante, une organisation qui est saine de la valeur et qui est sur des fondements. On en reviendra pour la notion de culture. On a besoin des gens avec lesquels on travaille, d'en prendre soin pour progresser ensemble. Je ne sais pas bien ce que je peux rajouter. Simplement, en termes d'analyse de risque, c'est clair que dès que vous faites un changement, vous prenez un risque, quel que soit le changement. L'homme n'aime pas trop les changements en général, et donc, sauf cas particulier. Donc, vous prenez un risque. Ce qui est clair, c'est que la méthode est la bonne. Tout ce qui fait la différence, c'est la façon de la manager. La clé du succès, elle est là. C'est l'engagement, comme ça a été dit, c'est l'engagement des dirigeants qui doit être constant, qui doit être fort, mais il n'y a pas que ça. Il faut que tout le reste suive. Et pour que tout le reste suive, c'est un effort pas à pas, comme quand vous montez une montagne dans les Vosges ou dans les Alpes, c'est pas à pas que vous avancez. Et toute difficulté, quelque chose qui est contraire un peu à notre éducation, c'est que jusqu'à présent, quand il y avait un problème, on cherchait un coupable. Et quand il y avait un coupable, on avait une sanction. C'était un peu, c'est toujours parfois, un petit peu notre démarche. Or, le Lean, c'est pas ça. Il y a un problème, c'est une source de progrès potentiel. Évidemment, si ça se reproduit tous les jours, c'est pas, là, il faut agir quand même. On ne peut pas laisser ça. Mais c'est un vrai changement culturel. Et ça ne peut pas être fait tout seul dans son coin. Ça peut être qu'une démarche d'entreprise. Et donc, il faut que le dirigeant soit impliqué et que petit à petit, l'ensemble du personnel soit impliqué. Et on n'est pas au bisounours, ça c'est clair. Il y aura des difficultés, il ne faut pas se leurrer. Il y aura des passages où ça ira tout bien, tout feu, tout flamme, et d'autres, ce sera plus difficile. Mais l'analyse de risque, moi je ne connais pas d'analyse de risque avant de prendre cette décision. Sinon, la réflexion du dirigeant qui donc mature un peu sa décision pendant pas mal de temps, en prenant les expériences des uns et des autres, en lisant, en allant voir chez le voisin, qui à un moment prend sa décision. Et là, c'est le cliquet dans la roue, clac, on embraye et on avance petit à petit, et de manière très continue, très longue. C'est pas un tout feu tout flamme. Juste un petit partage d'expérience sur les analyses de risque. J'ai fait des transformations en ligne dans des domaines comme l'aluminium. Donc, il y avait l'électrolyse d'aluminium ou les fonderies d'aluminium ont des risques potentiels d'explosion importants. Et c'est pas pour autant que, et pourtant quand on est arrivé avec cette volonté d'implanter une ligne dans ce genre d'environnement, c'est effectivement l'une des premières choses qui a été mise en avant, c'est on ne peut pas faire n'importe quoi dans notre industrie parce que c'est une industrie à gros risque. Et là, il faut faire attention parce que, oui, certes, il faut impliquer les bons parties prenantes. Tout à l'heure, on parlait de Kaizen et la volonté d'impliquer tout le monde dans le Kaizen. Et s'il y a un CHSCT, nous on avait des commissions feu vert, on appelait ça les commissions feu vert, qui devaient revoir tous les changements des processus qui étaient faits avant de donner l'aval. Mais si on s'arrête déjà, avant même d'avoir commencé à dire qu'il y a des freins potentiels, alors on ne fera pas grand-chose. Et la volonté, et donc le rôle des chargés de projet dans la démarche ligne, c'est de faire ce qu'on appelle des pièces à casser. C'est quoi une pièce à casser? Sébastien en a parlé tout à l'heure, c'est lancer quelque chose et quitte à le refaire une fois, deux fois, trois fois, au moins on a essayé de faire quelque chose, on a redéfini un standard complet de, je sais pas, fondre des lingots d'aluminium, on a redéfini le standard au complet, c'est pas parfait, il y a des risques, on va le faire passer en commission, on va avoir un retour, mais au moins on a lancé quelque chose, on a fait des tests, et l'idée de Lean c'est vraiment, on a quelque chose, on le lance, on essaye, on voit ce que ça donne, oui certes on implique les bons intervenants pour pas prendre de risques, mais il faut faire quelque chose à court terme. On n'attend pas 3 mois d'avoir l'aval de la commission du département sur le changement du processus. Autrement, il n'y a rien qui se passe. Tout en haut, s'il vous plaît. C'est une question en fait qui Il y a le micro qui arrive. la question de monsieur. Merci de vous présenter, j'ai oublié de vous demander.
Bonjour, Caroline Ardinger, je suis gérante d'un cabinet de conseil qui travaille dans le domaine des ressources humaines et en particulier dans le domaine du handicap. Et je souhaitais en fait, ça rejoint un petit peu la question de monsieur, dans le sens où je me posais la question donc, de l'égalité des chances en termes d'emploi et d'intégration des personnes handicapées dans le LIN. Et par ailleurs, est-ce que l'on peut considérer qu'il y a un travail sur l'inclusion des personnes handicapées? Alors, je pose la question tout simplement parce que dans l'une ou l'autre entreprise, j'ai eu l'occasion de voir fonctionner l'IN et je me suis aperçue en fait que les salariés qui étaient atteints d'un handicap, eh bien, en fait, se trouvaient isolés par rapport à la partie LIN. Donc, je voulais savoir quelle était votre perception des choses. Et par ailleurs, par rapport au risque professionnel, il se trouve que cette année, j'ai développé un programme qui allie la prévention des risques professionnels au handicap, puisque le handicap peut autant, je dirais, être facteur de risque ou conséquence de risque. Et donc, ce programme, je l'ai développé pour l'unité de Colmar. Et je voulais savoir là également comment le sujet du handicap était intégré à l'évaluation des risques professionnels. Alors, moi je ne suis pas spécialiste de sujet en particulier. En revanche, ça correspond complètement à ce que disait monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on a décidé de mettre en place, quand le dirigeant, a décidé d'être en place sur le marché de manufacturier, il y a un certain nombre de changements, un certain nombre de conséquences. Bon. Ces conséquences-là, il faut qu'elles soient anticipées. À partir du moment où elles sont anticipées, elles se passent relativement bien. Notamment quand les départements de ressources humaines font partie intégrante de cette analyse de départ. Alors que ce soit pour les personnels handicapés ou autres. D'ailleurs, les changements à prévoir et donc à anticiper. On n'y va pas comme ça. Et c'est pas le jour où il y a une modification dans un atelier donné X et on se rend compte que qu'est-ce qu'on va faire de cette personne. Non, c'est pas comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. D'accord. Alors je sais que parfois c'est comme ça, mais là, régulièrement, on va retrouver des phénomènes de position parce que les gens vont voir, c'est simplement le phénomène que vous venez de citer, quoi. Tout simplement. Alors que bien souvent, moi j'ai eu l'occasion de travailler en partenariat avec une société qui emploie uniquement des personnes handicapées, et c'était assez enrichissant à la mesure où, j'en ai jamais eu qu'une expérience comme ça, où il a fallu adapter en fait les procédures de travail et des gens qui présentaient des difficultés. Et donc on s'est complètement inspiré de ce qu'ils faisaient eux, et ils sont venus donner un peu des cours, de la formation dans l'entreprise que j'ai dirigée à l'époque. Et là, pareil, c'est important à ce niveau-là. Voilà, maintenant, mais ça s'anticipe. C'est pas le jour où on est face au problème qu'il faut le traiter. Ma question est plus une observation pour sensibiliser, pour effectivement confirmer vos dires. Et bon, je travaille par ailleurs avec le réseau des entreprises adaptées, et là aussi, effectivement, je pense qu'il est intéressant de se rapprocher de ce réseau d'entreprises adaptées. Monsieur Michard citait l'ADAPI, mais il y a également la PR, où il y a sur le territoire alsacien une trentaine d'entreprises adaptées. Et bon, le terme adapté, effectivement, n'est pas innocent, ce sont en termes d'organisation, de management, et c'est une bonne école, je crois, et je vous rejoins tout à fait sur le sujet. Un des fondamentaux, et c'est vraiment que l'homme s'adapte. L'homme nous apprend, la machine s'adapte à l'homme et pas le contraire. Et le Lean, au centre, met l'homme, l'individu, et le groupe qui va avec l'organisation. Peut-être une dernière question? Peut-être non? Alors dans ce cas... Merci, présentez. Comme la nacelle pour l'avion ou
que vous disiez qu'il fallait valoriser en fait l'idée du personnel, puisque c'est eux qui ont contribué à mettre en place cette Alors, nous, on est extérieur à la structure. Ensuite, la notion de valorisation, la notion, c'est à l'entreprise en fait de faire ce travail-là. D'accord. Donc, on va travailler sur le partage d'expérience. On va organiser des croisements par rapport à l'entreprise, ça peut se faire. On est aussi appelé parfois, on a un sujet en cours, sur la relation client-fournisseur. On a en fait sous la balle d'un désordre, demandé de travailler avec ses propres fournisseurs pour essayer de mettre en place des choses communes. Parce que si vous avez un problème, très basiquement, un problème de geste et posture dans une entreprise avec des composants que vous achetez extérieurs, vous avez 98% de chances que ce problème existe aussi chez celui qui fabrique ce composant-là. Et à partir de là, quand on commence à mettre les gens en groupe, en commun, en relation, on va certainement trouver des solutions qui nous permettent d'améliorer dans les deux cas. Que ce soit pas l'un qui impose à l'autre, ou que ce soit pas simplement une donnée tâche du service d'achat supplémentaire. Merci. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Sturny Merveilleux qui va conclure un petit peu, proposer des éléments de conclusion pour cette manifestation. Merci, effectivement. Alors, j'ai malheureusement pu prendre la conférence que sur sa fin, mais peut-être moins d'ailleurs comme maire que comme ancien industriel. Je voulais m'intéresser à ce débat et peut-être rajouter quelques éléments d'éclairage. J'étais pendant 22 ans dans un groupe industriel et en particulier dans les 10 dernières années, notre groupe s'appelle Milliport. On est basé à Molsheim, et c'était fortement impliqué dans toutes ces démarches Lean, Six Sigma, c'est devenu Lean Sigma, etc. Peu importe d'ailleurs finalement la démarche et comment on va l'appeler, le fait d'avoir intitulé votre conférence le développement humain dans la démarche Lean, pour moi c'est la bonne question. C'est comment on fait pour que l'homme qui était au départ du projet d'entreprise reste aussi l'élément central, ça vient d'être dit d'ailleurs, l'élément central de ce projet d'entreprise que peut-être une démarche d'amélioration continue et que Lean ne soit pas quelque chose de désincarné, mais soit bien ancré sur les femmes et les hommes qui sont l'organisation et qui sont porteurs du projet d'entreprise. Sinon, on se fait plaisir et à la fin, on aboutit peut-être à des beaux chiffres, mais on a raté, à mon sens en tout cas, l'élément premier qui est qu'une organisation, une entreprise, privée, publique, une administration, quelle qu'elle soit, cette organisation-là, elle a une finalité, cette finalité doit être portée par des femmes et des hommes. Alors, l'autre question fondamentale, c'est comment les compétences de l'entreprise vont évoluer au fil du temps et comment un processus Lean peut s'appuyer. Alors évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise, la taille de l'organisation, mais peut internaliser ce qui peut-être au départ vient de l'extérieur, ce qu'on n'a pas nécessairement dans son organisme ou son organigramme, les compétences nécessaires. Arriver à l'internaliser pour le pérenniser. En tout cas, c'était le débat et ce que nous avions mené dans cette société qui faisait 1100 personnes au moment où je l'ai quitté. Et puis, le troisième élément, c'est comment faire que chacune et chacun contribue avec son vécu, son expérience, son regard dans ces démarches d'amélioration, pour que ça ne soit pas le fait d'un petit nombre d'experts, mais que ce soit bien un élément moteur, entraînant pour l'ensemble de l'organisation, et que ce soit l'ensemble de l'entreprise ou de l'institution, parce que c'est pas limité au monde de l'entreprise privée, que ce soit bien l'ensemble de l'entreprise qui soit quelque part apprenante. Et lorsqu'on arrive à cela, je crois qu'à la fois on fait avancer l'entreprise, on fait avancer les objectifs de l'entreprise,
mais on fait avancer chacune et chacun, parce que, je crois que c'est un euphémisme maintenant que de le dire, on n'est pas lié qu'à un seul métier, une seule fonction et une seule entreprise, et que tout ce qu'on aura acquis dans une démarche comme celle-ci, évidemment on l'aura apporté à l'entreprise, mais on l'aura aussi apporté à chacune et chacun qui y aura contribué. Voilà quelques éléments de mon vécu. J'espère que je ne suis pas trop en décalage par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, mais ça me paraissait important parce que du coup, que vous soyez je veux dire, étudiant ici ou que vous soyez professionnel engagé et intéressé, voire acteur de ces démarches-là, on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de se donner les outils pour apprendre. Donc que cet après-midi à l'IUT de Agno soit l'occasion de mélanger aussi des points de vue entre ceux qui sont dans un parcours de formation initiale ou celles et ceux qui sont dans une démarche aussi d'amélioration, de mise à jour, de partage d'expérience et de connaissances me paraît tout à fait salutaire et je tenais là aussi à féliciter que ce soit une initiative ici de l'IUT avec tous les partenaires et notamment le mouvement français de la qualité. Je crois qu'on n'a pas fini dans nos entreprises, dans nos organisations, sur ce territoire, comme de façon plus large, de chercher à améliorer et de le faire avec ceux qui sont au quotidien les acteurs du projet ou les acteurs de l'entreprise. Voilà en tout cas mes éléments de conclusion ou mes éléments de contribution à ce débat qui n'est évidemment jamais terminé. Merci. Nous partageons donc bien le même mot de sérendipité, cette histoire d'être en veille permanente d'apprentissage. Je voudrais demander à l'ensemble des organisateurs de venir parce que c'est grâce à eux que nous sommes présents, nous sommes réunis et que j'ai le plaisir d'assister à cet après-midi. Et de... Mesdames et messieurs, au nom de tous mes collègues, au nom de l'Université de Strasbourg et de l'UT d'Agno, de tout son cadre professoral et administratif, nous vous remercions pour votre participation et on remercie l'expertise plutôt de nos conférenciers. On vous remercie pour de cet échange et on vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence, un nouveau thème et avec des nouveaux organisateurs. Avant de partir, et en restant dans une démarche d'amélioration continue, on va vous distribuer une enquête de satisfaction dont on vous prie d'y répondre. Et par la suite, il y a M. Jean-Louis Michalet qui nous attend pour un petit tour au sein de l'UIT pour voir notre propre démarche libre. Et par la suite, on va boire un verre tous ensemble.